Maman a crié, ton gamin a pris les 10 000 € qui manquaient dans le coffre-fort. Ma sœur a lâché, on l'a vu près de là. Mon fils avait l'air terrifié. Je n'ai rien dit, j'ai juste posé la clé USB avec les enregistrements de sécurité sur la table. 5 minutes plus tard, le visage de son mari est devenu blanc. La première fois, ce n'était que 100 €. Ma mère a pensé qu'elle les avait égarés. Ils étaient dans son portefeuille ce matin-là, et au moment où nous débarrassions les assiettes après le dîner du dimanche, ils avaient disparu. Elle l'a mentionné légèrement, comme si ce n'était pas grave, mais la façon dont ses yeux parcouraient la pièce disait le contraire. Personne n'a rien dit. Nous avons tous simplement hoché la tête, changé de sujet et sommes passés à autre chose. La deuxième fois, 300 € ont disparu du tiroir du bureau de papa. Celle-là était plus difficile à ignorer. Il fermait toujours ce tiroir à clé, et seule la famille avait accès à la maison. Toujours aucune accusation. Juste un silence inconfortable flottant dans l'air la fois suivante où nous nous sommes tous assis pour dîner. La troisième fois, les choses sont devenues bizarres. 500 € ont disparu du sac à main de ma sœur Lorraine. Elle a dit qu'ils avaient disparu pendant qu'elle était à l'étage pour changer le bébé. Elle ne l'a pas dit franchement, mais ses yeux se sont tournés vers moi et mon fils Mason. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé. Mason a 11 ans, il est intelligent, calme, et adore dessiner et les jeux vidéo. Nous passons beaucoup de temps chez mes parents. Après mon divorce, ils ont commencé à m'aider avec les courses, les frais de scolarité et parfois le loyer. Cela n'a jamais été dit à voix haute, mais je savais que Lorraine en voulait pour ça. Son mari Keith en voulait encore plus. Après ce troisième incident, mon père a acheté un coffre-fort, un de ces coffres lourds et ignifuges que l'on fixe au mur. À clavier numérique. Il l'a installé derrière une étagère dans son bureau. Il m'a dit qu'il n'avait donné le code qu'à maman, Lorraine et Keith. Pas à moi, pas à Mason. Ça ne m'a pas dérangé. Je voulais juste que le drame cesse, mais ce n'est pas arrivé. L'argent continuait de disparaître. Au début, de petites sommes, puis de plus grandes. 2 000 €. Et la semaine dernière, 10 000 € ont disparu d'un seul coup. Tous en billets de 100, propres. Aucun signe d'effraction, rien ne manquait dans la maison, à l'exception de l'argent. Ce soir-là, personne n'a touché à son repas. On pouvait entendre les fourchettes teintées, les boissons être sirotées juste pour combler le silence. Papa n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Maman levait à peine les yeux. Mason se contentait de picorer sa purée de pommes de terre. Lorraine et Keith étaient silencieux comme des tombes, ne faisant même plus semblant. Et puis hier, tout a explosé. Nous étions assis dans le salon. Le bébé faisait la sieste à l'étage. La télévision diffusait une émission de cuisine au hasard en arrière-plan. J'aidais maman à trier le courrier. Papa était allé à son bureau pour vérifier à nouveau quelque chose dans le coffre-fort. Et puis maman s'est tournée vers moi et l'a dit. Ton gamin a pris les 10 000 qui manquaient dans le coffre-fort. Comme ça. Sans avertissement, sans préambule. Elle l'a dit comme si c'était un fait. Tout s'est arrêté. Mason venait juste de rentrer du jardin. Il s'est figé, comme si quelqu'un avait coupé l'oxygène dans la pièce. Puis Lorraine a sauté sur l'occasion. On l'a vu près du bureau 2 fois. Il te regardait ouvrir le coffre-fort, maman. Ne fais pas l'étonner. Personne n'a bougé. Keith gardait les yeux rivés sur la télévision comme s'il n'entendait rien. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas défendu. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une petite clé USB argentée. Je l'ai posée en plein milieu de la table basse. Je leur ai dit que c'était des enregistrements du mois dernier, d'une caméra à détecteur de mouvement installée au plafond du bureau de papa, cachée à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée. Avec la permission de papa, c'est lui qui l'avait suggéré. En fait, après le deuxième gros vol, il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque fois que la porte du bureau s'ouvrait, elle enregistrait. Chaque fois que quelqu'un touchait le coffre-fort, elle enregistrait. Chaque nuit, les fichiers m'étaient envoyés par email. Papa a pris la clé et a disparu dans le bureau sans dire un mot. Je l'ai suivi. Lorraine s'est levée, a hésité, puis s'est rassise. Keith n'a pas bougé. Mason avait l'air terrifié. Je lui ai dit d'attendre. Papa a branché la clé sur l'ordinateur.
Le fichier était étiqueté avec la date exacte de la disparition des 10 000. 5 minutes après le début de l'enregistrement, c'était évident. La caméra l'a surpris entrant dans le bureau à 2h14 du matin, tapant le code du coffre-fort, prenant les liasses de billets de 100 et les fourrant dans un sac de sport noir. Calme et propre, comme s'il l'avait déjà fait. J'ai entendu le plancher grincer derrière moi et je me suis retourné. Case se tenait sur le seuil, pâle comme un linge. Il n'a pas dit un mot, s'est simplement retourné et est sorti par la porte d'entrée. Case n'est pas rentré cette nuit-là. Après la lecture de la vidéo, il est simplement parti. Sans veste, sans explication, sans excuse. La porte s'est refermée derrière lui, et le son a résonné dans la maison comme un coup de feu. Lorraine est restée là, figée, tenant son téléphone comme s'il pouvait lui dire quoi faire. Maman a marmonné quelque chose à propos du bébé à l'étage et a disparu. Papa est resté collé à l'écran, rejouant la vidéo avec incrédulité. Mason s'est tu. Je l'ai bordé dans la chambre d'amis plus tard, et il s'est endormi en serrant son ours en peluche, comme il le faisait quand il était petit et avait peur des orages. Quand je suis redescendu, la seule lumière venait de l'écran de l'ordinateur. Papa était assis là, fixant une image en pause, la main de Case se tendant vers le coffre-fort, son visage parfaitement capturé dans le coin de l'image. Je pouvais voir le reflet de papa sur l'écran. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a demandé depuis combien de temps la caméra était installée. Je lui ai dit depuis août. Je l'avais installée un après-midi alors que tout le monde était sorti. Maman avait emmené Mason au parc, Lorraine était à son rendez-vous prénatal et Case était censé travailler tard. Papa était le seul au courant. Nous avions convenu qu'il nous fallait des preuves, d'une manière ou d'une autre. Papa a simplement hoché la tête, sans rien dire d'autre. Le lendemain matin, la voiture de Case avait disparu. Son téléphone allait directement à la messagerie vocale. Lorraine était assise à la table de la cuisine en peignoir, faisant défiler ses messages encore et encore. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne m'a pas regardé avant que je ne lui pose une tasse de café devant elle. Elle m'a demandé si j'étais fier de moi. Elle a dit que je n'avais pas à le piéger comme ça. Le piéger. C'est le mot qu'elle a utilisé. Je lui ai dit que je n'avais piégé personne. Que la vidéo montrait simplement la vérité. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais dire qu'elle ne le croyait pas encore. Papa nous a appelés dans la salle à manger vers midi. Il avait l'air épuisé. La table était couverte d'impressions, d'images de la vidéo, d'horodatage, et même d'une photo où le tatouage de Case était visible alors qu'il attrapait l'enveloppe d'argent. Il les a disposées comme des preuves dans une salle d'audience. Maman ne voulait pas regarder les photos. Elle est restée assise là, se frottant les tempes. Papa a dit qu'il n'allait pas appeler la police. Pas encore. Mais c'en était fini de Case. Plus d'aide, plus d'accès au coffre-fort, plus de comptes partagés, rien. Il allait protéger la famille d'abord. Puis il s'est tourné vers Lorraine, et lui a dit qu'elle devait décider où se trouvait sa loyauté. Lorraine n'a pas répondu. Elle a juste regardé Mason, puis moi, puis de nouveau les papiers. Ce soir-là, Case n'est toujours pas rentré. Le lendemain matin, la carte de débit de Lorraine a été refusée en achetant des couches. Quand elle a vérifié le compte, tout avait disparu. Case l'avait vidé, l'épargne, le compte courant, tout. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle s'est assise dans le couloir, tenant son téléphone, murmurant son nom encore et encore, comme si le dire assez de fois allait le faire revenir. Ce soir-là, elle est finalement venue dans ma chambre. Elle a demandé à voir toutes les vidéos, chaque fichier. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai laissé regarder en silence. La pièce était si calme que le son de sa respiration semblait fort. À mi-parcours de la vidéo, elle s'est couvert la bouche et s'est mise à trembler. Ce n'était pas seulement une nuit. Il l'avait fait 3 fois. Même sac, même routine. Elle n'avait pas voulu le croire, mais c'était là. Elle est partie sans rien dire. Plus tard, quand je suis allé voir comment elle allait, elle était allongée sur son lit, toujours habillée, le bébé endormi à côté d'elle. L'écran de son téléphone s'allumait toutes les quelques minutes avec des messages de numéros inconnus, probablement les amis de jeu de Case ou à qui il devait de l'argent. 2 jours plus tard, elle a demandé le divorce. Maman a pleuré en l'apprenant. Papa non. Il a juste dit qu'il aurait dû faire confiance à son instinct plus tôt. C'est alors que j'ai appris autre chose.
Case avait emprunté de l'argent à papa un mois avant que tout cela ne commence, 10 000 euros. Il avait dit que c'était pour un investissement à court terme. Papa n'en a jamais revu la couleur. Tout prenait sens maintenant. L'argent qui disparaissait n'était pas aléatoire. Case avait volé pour couvrir ses dettes, essayant de compenser ce qu'il avait perdu au casino. Lorraine ne m'a pas parlé pendant un certain temps après ça, mais quand elle l'a finalement fait, elle a dit les mots que j'attendais. Tu avais raison. Puis elle m'a parlé du dernier texto qu'il lui ait jamais envoyé. Dis à ta sœur qu'elle a gagné. Il l'a bloqué juste après. Case a disparu sans laisser de traces. Personne n'a prononcé le mot fuite, mais c'est ce que c'était. Il a fui ses responsabilités, Lorraine, le désordre qu'il avait créé. Je ne pense pas qu'il s'attendait à se faire prendre. Et je ne pense certainement pas qu'il s'attendait à ce que ce soit moi qui le prenne. Après ce dernier texto, dis à ta sœur qu'elle a gagné, son numéro a cessé de fonctionner. Son Instagram est devenu sombre. Son nom a disparu des forums de poker en ligne que papa a trouvé en commençant à fouiller. C'était comme s'il s'était effacé et avait disparu sous terre. Lorraine a sombré pendant environ 3 jours. Elle pleurait par crise, comme si la réalité la frappait à nouveau toutes les heures. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas. Qu'elle savait que les choses allaient mal, mais pas à ce point. Qu'elle l'avait aimé. Qu'il avait tenu leur bébé dans ses bras la nuit d'avant comme si de rien n'était. Puis, aussi soudainement, les pleurs ont cessé. Elle est devenue froide, concentrée. Je l'ai vue changer en temps réel. Elle a réintégré son ancienne chambre. Elle a refusé toute offre d'aide. Elle a commencé à tout faire elle-même. Les couches, les biberons, le linge, la recherche d'emploi. Elle n'était plus en colère. Pas ouvertement. Elle a simplement cessé de laisser quiconque s'approcher assez pour la réconforter. Maman a fait face en prétendant que rien de tout cela ne s'était produit. Elle a refusé de parler des enregistrements, a changé de sujet chaque fois que le nom de Case était mentionné. Elle a appelé cela une mauvaise passe, comme s'il avait cassé une lampe au lieu de voler 10 000 euros et d'abandonner sa femme et son bébé. La seule personne qui semblait y faire face directement était papa. Un matin, je l'ai trouvé à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, des papiers étalés. Il était au téléphone avec son avocat, calme mais ferme. Il coupait Case de tout. L'assurance, le testament, la procuration, le fidéicommis familial, tout était parti, effacé. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a dit, il nous a tous utilisés. Et je l'ai laissé faire. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement hoché la tête. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. Juste notre nom de famille griffonné au centre de l'écriture de Case. À l'intérieur se trouvait une note qui disait « J'ai essayé ». Vraiment. Aucune explication, aucune excuse, juste un reçu de motel de quelque part près de Reno. Il n'y avait pas de numéro de chambre, juste une date. 2 jours après son départ. Lorraine l'a vu et n'a même pas bronché. Elle l'a tendu à papa et s'est éloignée comme si c'était une liste de courses. Je lui ai demandé plus tard si elle voulait parler. Elle a dit, que reste-t-il à dire? Après cela, elle a commencé à écarter les gens de sa vie comme des branches mortes. Quiconque avait douté de Mason, quiconque avait fait des commentaires désobligeants à mon sujet, quiconque l'avait traité comme si elle était pathétique de rester avec Case aussi longtemps, parti. J'ai commencé à remarquer comment de petites choses changeaient aussi. Mason ne voulait plus monter seul à l'étage. Il a complètement cessé de parler de Case. Même quand je l'abordais doucement, il changeait de sujet. Il était toujours gentil, toujours lui-même, mais plus silencieux maintenant. Je savais ce que cela signifiait. J'ai dit à papa que je pensais à trouver un thérapeute pour Mason. Il a dit que c'était une bonne idée. Puis il a fait une pause, a enlevé ses lunettes et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit, j'ai pensé que ça pourrait être lui. Je n'ai pas compris au début. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, quand l'argent a commencé à disparaître, j'ai regardé Mason différemment. Je me déteste pour ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé passer, car cette vérité faisait mal, mais elle comptait aussi. Et pour être honnête, je l'avais ressenti aussi. Dans la façon dont maman vérifiait 3 fois son sac à main quand Mason était là. Dans la façon dont Lorraine le regardait quand quelque chose disparaissait. Aucun d'eux ne l'a dit. Mais ils l'ont pensé.
Il pensait que mon fils était un voleur. Quelques nuits plus tard, Lorraine a demandé à emmener Mason au parc. Juste elle et lui. Elle n'a pas dit pourquoi. Quand ils sont revenus, elle lui a tendu un sac avec 3 pots de glace, chocolat, menthe chocolat, et le bizarre parfum de mangue qu'il aime, et m'a dit qu'il les avait choisis. Quand Mason est allé à la cuisine, elle m'a regardé et a dit « Je suis désolé ». Et je l'ai cru. La vie n'est pas revenue à la normale après ça. Mais elle a commencé à se remodeler. Des matins calmes, moins de disputes, même des dîners sans silence gênant. Nous étions encore brisés par endroits, mais on avait l'impression de recoller les morceaux lentement. Case était toujours parti, et honnêtement, aucun de nous ne voulait qu'il revienne. En octobre, la maison semblait plus calme, du genre de calme qui suit une tempête. Instable, mais paisible. Nous évitions toujours le sujet de Case. Personne ne prononçait son nom. C'était comme si nous l'avions effacé de l'air. Lorraine s'est installée dans la maternité célibataire comme si elle s'y était préparée depuis toujours. Elle était forte, plus vive qu'avant, mais plus douce avec Mason. Maman restait toujours près de Mason quand il était là, comme si elle essayait de compenser chaque regard de travers qu'elle lui avait jamais lancé. Papa s'occupait à réparer des choses. Des poignées de porte, des volets, le portail. Comme si garder ses mains occupées pouvait empêcher son esprit de s'attarder sur tout ce qui avait mal tourné. Nous n'étions pas guéris, mais nous tenions bon. Puis papa a suggéré le dîner. Il a dit que nous avions besoin d'une soirée pour repartir à zéro. Quelque chose qui ne soit pas une question de gestion de crise ou de silence passif-agressif, juste un repas de famille. Sans fantôme à table. Il a choisi un dimanche, comme ceux que nous avions l'habitude d'avoir, et a dit à maman de mettre les petits plats dans les grands, et elle l'a fait. Poulet rôti, pommes de terre au four 2 fois, le pain que Mason aimait. Elle a même sorti la bouteille de vin poussiéreuse qu'elle gardait depuis 2009. Mason l'a aidé à mettre la table. Lorraine a habillé le bébé d'un body avec de petites étoiles dorées. Papa portait sa vieille montre. C'était surréaliste. Nous avons ri plus que je ne l'aurais cru. Lorraine et moi avons plaisanté sur de vieilles vacances en famille. Mason a dit une bêtise sur le fait que le front du bébé ressemblait à celui de Case, et nous nous sommes tous figés, puis avons éclaté de rire. C'était le genre de blague que l'on ne fait que lorsque quelque chose d'horrible a enfin cessé de faire mal. Puis papa s'est levé et a sorti une petite boîte en bois. Il l'a posée devant moi et a dit, il était temps. À l'intérieur se trouvait un chèque de 10 000 €. Je l'ai juste regardé. Il a dit que ce n'était pas un remboursement. C'était une déclaration qu'ils avaient manqué à Mason en doutant de lui. Et c'était une façon de montrer qu'il le voyait, qu'il l'assumait. Lorraine avait l'air de vouloir vomir. Puis elle s'est levée avec son verre et a dit qu'elle avait quelque chose à admettre. J'ai dit à maman que je pensais que c'était Mason, a-t-elle dit, des semaines avant que les 10 000 ne disparaissent. Je n'avais rien vu. Je l'ai juste dit parce que c'était plus facile que de penser que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Tout le monde s'est tu. Mason n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il a dit « Je le savais ». Cela a brisé la pièce pendant une seconde. Lorraine s'est rassise et a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas seulement laissé Case nous voler. Elle l'avait laissé voler notre confiance aussi. Elle m'a regardé, puis papa, et a dit qu'elle avait eu trop peur d'affronter la vérité à l'époque, et que cette peur lui avait tout coûté. J'étais sur le point de répondre quand maman s'est levée et a regardé par la fenêtre vers la rue. Elle s'est arrêtée net. Il y a quelqu'un dehors, a-t-elle dit. Nous nous sommes tous retournés. Papa est allé à la porte et l'a ouverte. Et là, juste debout sous la lumière du porche comme s'il n'était jamais parti, se tenait Case. Mais il n'était pas le même. Il ressemblait à un homme qui avait vécu dans sa voiture. Son visage était tiré, sa peau cireuse, ses vêtements froissés et amples. Il avait un sac de sport noir suspendu à une épaule, une basket abîmée avec un trou à l'orteil. Il n'a pas parlé, n'a pas fait de signe de la main, il a juste regardé la maison comme s'il essayait de décider si elle était encore réelle. Lorraine s'est figée. Mason s'est mis derrière moi. Case n'a pas essayé de s'approcher. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau, a marché jusqu'à mi-chemin de l'allée et l'a laissé sur le paillasson. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans mots, sans explication. Papa a attendu qu'il soit parti, puis a ramassé l'enveloppe. À l'intérieur, c'était le désordre. Des jetons de casino, des reçus de prêteurs sur gage, des reçus de retrait,
des reconnaissances de dette écrites sur des serviettes de bar, et une carte clé d'hôtel. Mais il y avait une chose qui nous a laissé sans voix. Le reçu du prêteur sur gage était pour l'alliance de Lorraine, celle qu'elle avait cachée au fond de son placard après la séparation, celle dont elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait disparu. Il devait être revenu à la maison à un moment donné pendant notre absence. Lorraine est devenue blême. Personne n'a dormi cette nuit-là. Personne n'a dit un mot le lendemain matin. Ni au petit déjeuner. Ni pendant que papa lisait le journal qu'il ne lisait pas vraiment. Ni pendant que Lorraine préparait le sac à langer du bébé pour une promenade qu'elle n'a finalement pas faite. Même Mason semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il est resté près de moi, observant tout le monde comme s'il attendait que quelque chose explose. L'enveloppe que Case avait laissée sur le porche était toujours sur le comptoir, non ouverte. Ce n'est qu'après le déjeuner que papa l'a finalement prise, l'a ouverte et a commencé à étaler les choses sur la table de la salle à manger. Au début, ça ressemblait à des déchets. Des reçus pliés, une carte clé, une serviette froissée. Mais ce n'était pas le cas. C'était une feuille de route de sa chute. Des reçus de casino d'au moins 4 états différents. Des centaines, parfois des milliers d'euros dépensés en quelques heures. Un reçu de prêteur sur gage pour la Rolex de quelqu'un d'autre. 2 reçus de virement bancaire à des noms que personne d'entre nous ne reconnaissait, l'un pour 4 000 € envoyés il y a à peine 10 jours. Et près du bas de la pile, le reçu du prêteur sur gage pour l'alliance de Lorraine. Celui-là a fait l'effet d'un coup de marteau. Elle est restée là, à le regarder, silencieuse. Elle n'avait pas porté l'alliance depuis la séparation, mais l'avait gardée cachée au fond de son placard, dans une boîte sous une pile de couverture de bébé. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait disparu. Il était revenu dans la maison. Nous ne savions pas quand ni comment, mais il avait été à l'intérieur. Cela a tout changé. Papa a fait changer les serrures cette nuit-là. Pas seulement de nouvelles clés, mais de nouvelles ferrures, des peines dormants, des caméras de sécurité ajoutées à l'avant et à l'arrière. J'ai surveillé Mason pendant que le serrurier perçait le cadre. Lorraine est restée dans sa chambre, donnant le biberon au bébé, le téléphone en silencieux. Puis, cette nuit-là, papa nous a appelés, juste Lorraine et moi, dans le bureau. Il a fermé la porte et a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, quelque chose que son avocat avait rédigé. C'était essentiellement une déclaration officielle que Case devait être retiré de tous les liens familiaux. L'entreprise, le testament, l'assurance, tous les actifs financiers, les droits d'accès ou les désignations d'urgence, tout était parti. Papa a tendu un stylo à Lorraine et a dit « C'est permanent ». Il n'a pas hésité. Elle a signé sans le lire. Puis elle a regardé papa et a dit « Assure-toi qu'il ne s'approche jamais de notre fils ». Il a hoché la tête une fois. Le reste d'entre nous a suivi. Même maman, qui avait traîné les pieds émotionnellement pendant tout ce temps, est finalement sortie de sa torpeur. Elle est entrée dans le bureau sans y être invitée et a dit à papa qu'elle voulait aussi que son compte soit sécurisé. Tout. Elle ne voulait pas découvrir dans 5 ans que Case avait utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir une ligne de crédit en Ohio. C'était la première fois que je voyais maman en colère. Pas triste, pas secouée, en colère. Cette nuit-là, Lorraine est venue dans ma chambre après que Mason se soit endormi. Elle s'est assise par terre, à côté du panier à linge, en me regardant plier ses chemises. Elle a dit, « Je pense qu'il va bientôt mourir ». Il l'a dit comme une déclaration, pas une peur. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle a poursuivi, pas parce que je le veux, mais parce que je pense qu'il le veut. C'était le genre de choses qu'on ne dit pas à voix haute, à moins de savoir déjà que c'est vrai. 2 mois ont passé. Aucun signe de Case. Pas de texto, pas d'apparition, pas d'autres enveloppes. Noël est venu et reparti. Nous avons essayé de le rendre normal. Lumière, sapin, cadeau. Papa a offert un carnet de croquis à Mason et Lorraine l'a surpris avec un jeu de feutre qui n'était pas bon marché. C'était probablement le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des semaines. Puis, 2 jours après le Nouvel An, l'appel est arrivé. C'était un numéro du Nevada. Papa a répondu. C'était un policier de Reno. Ils avaient trouvé Case dans un motel. Surdose. Seul. Pas de pièce d'identité, pas de portefeuille, juste un téléphone cassé avec un message non envoyé ouvert sur l'écran. Je pensais que je pourrais arranger ça. Lorraine n'a pas pleuré.
Elle s'est juste assise sur le canapé avec le bébé et a regardé le sol. Nous l'avons enterré une semaine plus tard lors d'un service discret. Juste nous. Pas de photos, pas de discours, pas de musique. Le genre d'adieu qui arrive quand quelqu'un a brûlé tous les ponts avant de partir. Nous avons enterré Case un jeudi. Le ciel était d'un gris terne. Il n'y avait pas de musique, pas de diaporama, pas de foule de personnes en deuil, juste nous 5, debout en manteau, respirant le froid. Un cercueil fermé, une pierre tombale de travers, et une courte lecture par un prêtre qui ne l'avait manifestement jamais rencontré. Même la terre semblait réticente à tomber. Lorraine a tenu le bébé tout le temps, calme et sans expression. Pas engourdi, juste fini. C'était comme si le deuil avait eu lieu il y a longtemps, et que ce n'était que de la paperasse. Il n'y a pas eu de réception. Personne n'a demandé de fleurs. Personne n'a rien publié en ligne. Nous sommes remontés dans nos voitures et sommes rentrés à la maison sans dire un mot. Mais le calme ne signifiait pas la paix, pas vraiment. La maison est restée silencieuse pendant des jours. Pas de musique de fond, pas de télévision. Même Mason parlait plus doucement, comme si le volume de la maison avait baissé et que personne d'entre nous ne voulait le déranger. Puis, une nuit, je me suis réveillé au son de quelque chose qui se brisait. J'ai trouvé Lorraine dans le garage, tenant un cadre brisé dans une main et un sac poubelle dans l'autre. De vieilles photos de mariage, des cartes d'anniversaire de Case, la veste de son costume. Elle jetait tout, pièce par pièce. Elle m'a regardé une seconde, puis a continué. Je ne l'ai pas arrêtée. Après cela, les choses ont commencé à changer. Elle n'allait pas soudainement bien, le deuil ne fonctionne pas comme ça. Mais elle bougeait à nouveau, se levant, préparant le petit déjeuner, rappelant les gens. Elle a même emmené le bébé à un groupe de mères à la bibliothèque et est rentrée à la maison avec un dessin qu'il avait gribouillé sur du papier de construction, et l'a scotché sur le réfrigérateur comme si c'était un chef-d'œuvre. Papa a recommencé à travailler dans le garage, réparant sa vieille moto. Maman a cuisiné plus que d'habitude. Mason a demandé si nous pouvions arrêter d'utiliser la chambre d'amis et simplement l'appeler sa chambre. J'ai pris toutes ces choses comme de petites victoires. Puis, quelques semaines plus tard, Lorraine m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour voir un appartement. Un appartement de 2 chambres à l'étage, sans ascenseur. Elle n'a pas souri en le visitant, mais elle n'avait pas l'air effrayée non plus. Je pense que je veux celui-ci, a-t-elle dit, en regardant par la petite fenêtre de la cuisine. Elle a signé le bail cet après-midi-là. Ce soir-là, autour d'une pizza et d'assiettes en carton, nous avons eu notre premier vrai dîner de famille depuis la mort de Case. Pas de tension, pas de culpabilité, juste des rires discrets. Mason mâchant la bouche ouverte, le bébé jetant de la croûte sur le sol. C'était presque normal. Et juste au moment où je pensais que nous avions terminé, que l'histoire était enfin terminée, une lettre est arrivée, sans adresse de retour, postée de Las Vegas. L'écriture était indubitable. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier ligné plié. Pas d'enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe, juste le papier lui-même. Il disait, « Si ceci vous parvient, je suis probablement parti. Je ne veux rien. Je ne mérite rien, mais j'ai besoin que quelqu'un sache. J'ai essayé. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger les choses avant que vous ne le découvriez tous. J'aimais le bébé. Je suis désolé pour tout. Vous ne me devez pas le pardon. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je n'essayais pas de vous faire du mal. Je ne savais juste pas comment m'arrêter. Il n'y avait pas de nom signé en bas. Juste une tache d'encre, comme s'il avait peut-être hésité, puis avait décidé de ne pas le faire. Lorraine l'a lu 3 fois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas déchiré. Elle l'a plié soigneusement et l'a glissé dans son sac à main. Plus tard, alors que nous faisions la vaisselle, elle a dit doucement, « Je le dirai au bébé un jour. » Pas tout, mais qui était son père avant tout cela? J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil à Mason et a dit, « Il aime toujours cette glace à la mangue. » Toujours, ai-je dit. Il a souri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des mois. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas de conclusion parfaite, juste la vie qui continue. Un peu plus silencieuse, un peu plus prudente, mais qui avance. Case n'est jamais revenu dans nos vies. Mais les dégâts qu'il a laissés nous ont tous appris quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Parfois, les pires choses sont ce qui fait finalement remonter la vérité à la surface.
Et à partir de là, si vous avez de la chance, vous pouvez reconstruire. La mise à jour finale, le printemps est arrivé tranquillement, comme s'il ne voulait pas faire de vagues. Les arbres devant la maison de mes parents ont recommencé à fleurir, et j'ai réalisé combien de temps s'était écoulé depuis que l'un de nous n'avait regardé par les fenêtres sans attendre que quelque chose aille mal. L'appartement de Lorraine est devenu une seconde maison plus vite que je ne l'aurais cru. Il était petit, à peine assez de place pour elle et le bébé, mais elle l'a rendu chaleureux, confortable, sûr. Elle a trouvé un fauteuil dans un magasin d'occasion, a peint le berceau elle-même, et a même commencé à garder des plantes grasses sur le rebord de la fenêtre. Elle les a nommées d'après de vieux dessins animés que nous regardions enfants. Un samedi d'avril, elle nous a invités. Pas d'anniversaire, pas de fête, juste de la pizza et du vin bon marché et trop de jouets de bébé sous les pieds. Masson a dessiné un vaisseau spatial sur son calendrier mural, et elle n'a même pas bronché. Ce soir-là, quand nous sommes partis, elle s'est tenue sur le seuil, tenant le bébé, et nous a fait signe jusqu'à ce que notre voiture disparaisse. Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée. Lorraine a reçu une offre d'emploi. C'était un travail administratif à temps partiel dans une clinique pédiatrique locale. Horaires flexibles, avantages sociaux, possibilités d'évolution. Elle m'a appelé à la seconde où elle a reçu l'email. J'ai répondu et je l'ai entendue, à moitié riant, à moitié pleurant, à bout de souffle comme si elle venait de courir une course. Ils m'ont choisi, a-t-elle dit. Ils m'ont vraiment choisi. Elle n'avait pas travaillé depuis avant la naissance du bébé, pas depuis que Case l'avait convaincue de rester à la maison et de se concentrer sur son rôle de mère. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je pouvais entendre ce que ce travail signifiait pour elle. Ce n'était pas juste un travail. C'était la preuve qu'elle pouvait se débrouiller seule à nouveau. Nous avons célébré cela ce week-end avec des plats à emporter et des cupcakes. Maman a apporté du vin, papa a apporté un toast étrangement sérieux, et Masson a fait une pancarte félicitations pour le travail avec du papier de construction et du ruban adhésif. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne regardions pas en arrière. Cette nuit-là, après que la vaisselle ait été faite et que le bébé se soit enfin endormi, Lorraine s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit « Je n'ai plus peur ». Je l'ai cru. Les choses n'étaient toujours pas parfaites, mais la perfection n'était plus le but. Maintenant, nous voulions juste de bons jours, et cette nuit-là en était un. Peut-être l'un des meilleurs.